T'avais pas passé l'âge de ce genre de bêtises, hein? Non. Et le non plus. Prends ça. Tu vas voir, toi. Prends ta garde, tu vas t'en prendre une. Y a un problème? Alors, on va lancer le film tout de suite parce qu'il y en a qui sont un petit peu pressés par le temps. Juste vous dire qu'à la fin... Et je rentre dans un petit cinéma, dans une commune. Comment s'appelle cette commune? Aiguillon. Alors, Aiguillon, combien d'habitants? Quelqu'un le sait? Ça doit être à peu près 8000 habitants, je pense. C'est pas mal, hein, 8000 habitants quand même. Au village. Voilà. Et nous sommes dans une ambiance très particulière parce que vous avez une responsabilité énorme vis-à-vis de la société, c'est-à-dire que vous vous occupez d'éducation. Alors, éducation, et aujourd'hui, c'est évidemment un événement incontournable puisqu'on va projeter un film historique. On va donc voir un film, Un sac de billes. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous parle? Un sac de billes, en fait, on a eu l'idée d'amener nos élèves voir cette séance de cinéma parce que l'auteur Joseph Joffo va être reçu à Buzet-sur-Baïse dimanche prochain dans le cadre du premier salon du livre de Buzet. Buzet-sur-Baïse, c'est le village dans lequel nous avons notre école. Nous ne sommes pas d'Aiguillon, nous sommes de Buzet, donc du coup, voilà, nous allons... C'est notre participation en tant qu'école au premier salon du livre de Buzet. Et nous avons travaillé sur un sac de billes avec les enfants. Et dans ce cadre-là, nous venons voir le film dans ce cinéma. Qu'est-ce que ce livre a représenté pour vos élèves? Un moment très riche et intéressant parce que à la fois c'est nous avons des élèves du CE2 jusqu'au CM2. Petite explication, puisque nous avons des Suisses et des Belges qui nous suivent et ne savent pas ce que ça signifie, moi non plus d'ailleurs. Des élèves qui ont entre 8 et 11 ans. Voilà. Donc c'est un peu jeune pour lire ce genre de livres en général à cet âge-là, mais on a quand même sauté sur l'occasion parce que le fait de recevoir l'auteur à Buzet et que ça soit... Oui, c'est porteur. Et puis en plus, la Deuxième Guerre mondiale fait partie de notre programme au niveau des enseignements. Donc on trouvait intéressant justement de faire des liens entre ce qu'on lit et l'histoire qu'on a vécue finalement, ou qu'on nous raconte. Voilà. Il s'agit d'un récit autobiographique d'un enfant qui est à peu près le même âge qu'eux, 10 ans. Joseph avait 10 ans lorsqu'il a... Voilà, et face à la violence de l'humanité, c'est terrible. Hein. Je vais pas la faire trop longue parce que je sais que vous avez des responsabilités d'éducation et de calme. Alors on se retrouvera peut-être après la projection, on verra bien en fonction des événements, ou peut-être demain à Buzet. À bientôt. À bientôt. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif? Non. Je sais que t'es juif. Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif. Non, je suis pas juif. Faut mieux prendre une claque qui fait mal que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Bonjour les enfants. Alors comme vous voyez, je ne suis pas Joseph. Mais comme Joseph est malade, j'ai un petit mot qu'il a écrit pour vous et que je vais vous lire. Alors, voilà. Il a mis « Salut les mômes ». Mais je ne savais pas qu'il y avait des mômes aussi grands. Donc je vous lis la lettre. Cet après-midi, je pensais être avec vous.
J'aime bien recueillir à chaud les réflexions, les interrogations, après que les gamins aient visionné le film. Mon grand âge aidant, des ennuis de santé ont parasité la belle organisation de cette journée. Afin que vous ne soyez pas frustrés, la petite blonde qui vous lit cette lettre est capable de répondre à vos questions. N'hésitez pas, elle connaît le livre, le film et les petites histoires de l'histoire. Je lui ai prêté ma bille fétiche. Je passerai. C'est un peu de moi-même. Elle a survécu aux aléas de la guerre et de ma vie, toujours bien au chaud dans ma poche. Aujourd'hui, elle est sortie pour vous. Prenez-en soin, j'y tiens beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et pour vous tous, recevez un formidable sac de bises. Ça va aller. Ça y est, on était parti. Oh, attention! Voyager libre comme on l'avait jamais été. Tu sais que tu pues des pieds, toi? Toi, tu pues du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Mais tout le monde avait peur, même si tout le monde faisait semblant. On a fini par oublier qu'on fuyait quelque chose. Adil, Oui. tu viens de voir le film Un sac de billes. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? Mais j'ai trouvé ça assez passionnant que Joffo nous raconte un petit peu sa vie avec le livre et le film, que j'ai apprécié d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as en retenu? Quel est le point qui t'a marqué le plus ou que tu vas garder en toi peut-être longtemps? Oui, c'est les actes commis et la tristesse qu'a pu ressentir Joffo lorsqu'il a dû justement rejoindre ses frères et toutes les épreuves qu'il a dû traverser pour justement pouvoir arriver en zone libre. Ça m'a vraiment marqué. Tu as lu le livre avant de voir le film? Malheureusement, je n'ai pas pu. Eh bien, je te souhaite une longue vie. À bientôt. Merci, de même. Tu viens de voir Un sac de billes. Qu'est-ce que ça te laisse comme souvenir? Un très bon souvenir parce que je me dis, c'était émouvant quand même parce que si j'avais été à sa place, j'aurais pas réagi comme lui. Il a été très fort et voilà, il a été courageux, très courageux. Voilà. Et après ça, comment vas-tu vivre? Je vais très bien vivre maintenant vu que du coup, je me dis quand même qu'on a de la chance de pas vivre, de pas avoir vécu à cette époque-là et qu'il n'y ait pas de guerre maintenant. Du coup, voilà. Il n'y a pas de guerre maintenant? Oui, mais pas en France, ici. Du coup, là, on est bien et il faut profiter. Et voilà. Eh bien, profite bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Chantal, voilà, la conférence est finie, en tout cas devant les adolescents, les enfants. Ton impression? Je pense que c'est des enfants qui ont étudié vraiment le livre et qui ont regardé le film avec d'autant plus de plaisir. Et ça, c'est fantastique, parce que ça donne confiance en l'avenir. Quelle émotion, hein? Ouais. Parfois dure. Oui, parce qu'ils ont des questions pertinentes pour savoir quel était le moment le plus difficile dans la vie ou quel est le moment le plus joyeux. C'est difficile, il y a tellement eu de choses. Non, mais ça, c'était un moment super. Je comprends que Joseph adore recevoir les enfants. Oui, c'est vrai, quelle belle leçon. Alors, première étape est terminée. À demain. À demain. Marika Dor, bonjour. Pierre Angulaire du Salon du Livre de Buzet. On dit Baïs, hein, on va pas dire autre chose. Baïse, Buzet sur Baïse. J'adore ce nom. Mais quelle énergie, hein, parce que vous portez ce salon malgré tout depuis un certain temps. Pas que le salon. Vous êtes une femme qui portait les auteurs, et c'est important, porter les auteurs, quel jeu de mots. Hein. Parce que j'aime ça aussi. Hein. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, depuis pas mal d'années, oui, je travaille avec les auteurs et je défends beaucoup les auteurs. Effectivement, parce que je sais que les auteurs sont à la base d'une maison d'édition et je sais que pour eux, ce n'est pas forcément facile, donc j'essaye de faire au mieux.
Alors, défendre des auteurs aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une gageure? Ah mais si, c'est un challenge de tous les jours, hein, c'est pas forcément évident, parce que quand vous avez, alors je vais pas nommer certains people avec des arguments, on va dire, refaits et refaits, surtout des jeunes femmes, qui prennent au Salon de Paris, qui par exemple sont mis en avant par rapport à des auteurs qui ont beaucoup plus de talent, ça m'énerve. Ah non, mais restez calme, restez calme. Alors, on parle évidemment des auteurs, mais auteur n'existe pas sans l'édition. Alors, à côté de vous, il y a un éditeur, et vous allez me le présenter parce que vous le connaissez bien. Hein. Voilà, alors je vous présente donc Mathieu Polo, qui est à la tête des éditions Poloraman, qui a plusieurs enseignes, donc qui a le livre Actualité, les Sentiers du Livre, la toute petite dernière qui s'appelle Livre Story. Donc les Sentiers du Livre ont accepté de parrainer ce salon aussi. Donc au niveau, il s'est chargé de toute la partie publicité aussi, ce qui n'est pas une mince affaire. Il a pas mal d'auteurs présents aussi, ça permet de nous rencontrer. Ça c'est une chose. Et je participe depuis maintenant 2 ans et demi. 2 ans et demi, j'assure la partie communication, donc je sers de lien aux auteurs. Alors, Mathieu, éditeur, quel challenge. On a eu l'occasion de se rencontrer par voie téléphonique. Ça se dit rencontre par voie téléphonique, pourquoi pas, on s'en fout. Hein. Vous nous avez envoyé régulièrement des auteurs de qualité. On va pas tous les citer. Si on en rate un, il y aura des jaloux. Mais je n'ai jamais été déçu par vos auteurs. Quel est votre secret ? C'est vrai que éditer un auteur, c'est un défi de tous les jours. Et puis, c'est un petit peu grâce à Marika qu'on choisit nos auteurs, hein, selon les thèmes qui sont d'actualité, selon ce qui pourrait intéresser un public assez large. Et puis voilà, et après, c'est au public de juger sur la qualité. Oui, d'accord, au public de juger sur la qualité, mais le premier regard, c'est vous. Vous recevez un manuscrit, des milliers probablement, peut-être des millions, on n'en sait rien, des fleuves de manuscrits, j'exagère, vous le savez, des fleuves de manuscrits, et parmi ces manuscrits, il faut essayer de choisir des perles, mais c'est terrible comme jugement. Oui, c'est terrible, d'autant plus que le comité de lecture en écarte beaucoup. Hein. On reçoit beaucoup d'écrits qui sont pas publiables, qui sont en l'état. Hein. Donc c'est un défi. Oui, c'est terrible. Et l'avenir, vous le voyez comment ? L'avenir. Ah, l'avenir. Les gens liront toujours parce que le livre c'est la culture, le livre c'est la vie, le livre c'est l'imagination qui travaille. Donc on a besoin d'imaginer pour sortir aussi de notre vie ordinaire. C'est vrai que vous parlez d'imagination, mais on peut parler d'histoire également. Alors je voulais vous remercier parce que cela fait maintenant 3 jours que nous sommes dans la région. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des gens d'exception. Puis vous aviez organisé la projection d'un film immémorable, irracontable et qui m'a fait pleurer, mais pleurer à chaudes larmes, Un sac de billes de Joseph Joffo. Alors évidemment, Joseph n'est pas là, n'est pas présent, il aurait dû l'être, mais on le salue avec toute notre âme, tout notre cœur, tous nos espoirs qu'il aille beaucoup mieux. Et je vous propose de lui dédier cette interview. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est avec grand plaisir parce que Joseph est le parrain. D'abord, il a bercé mon enfance mon enfance, on va peut-être pas dire mon adolescence, avec Un sac de billes, bien entendu. C'est une partie de notre histoire qu'il ne faut absolument pas oublier. Et Joseph, c'est un grand monsieur. C'est avec plaisir que je lui dédie ce salon qu'il a accepté, en plus à titre amical, donc qu'il avait accepté de parrainer. Voilà, alors. C'est un grand honneur. Pour nous, d'avoir comme invité d'honneur Monsieur Joffo, et qui était a bercé aussi mon enfance, puisque j'ai étudié, je me rappelle son livre quand j'étais au collège,
Et qui a été remplacé, mais remplacé de main de maître par Chantal Figuera-Lévy. Merci. À bientôt. À très bientôt, merci Philippe. Merci, à bientôt. On est marqués tous les deux. Tu veux être marqué? Michou, il sera plus libre. Par contre, deux balles d'école et tu peux le montrer. Lenny Maniac, je vous ai rencontré dans la rue. On s'est rencontré devant un restaurant, chouette restaurant, je ne me souviens plus du nom. Vigneron. Ah oui, je vous le conseille, hein, on ne fait pas de publicité, mais enfin bon, on le cite quand même. Ils font des petits escargots, mais qui sont délicieux. Et alors, ce qui est horrible, c'est la table des desserts. Alors je le dis pour mon épouse, qui ne m'écoute jamais, ça n'a pas d'importance. Mais nous ne sommes pas là pour parler de nourriture. En fait, j'ai découvert que vous étiez écrivain, et paraît-il, sacré bon écrivain, ou écrivaine, c'est comme vous préférez. Ça m'est égal. Ça vous est égal. Oui, absolument. Alors votre roman, votre livre, je ne l'ai pas lu. Je le découvre à l'instant. Mais j'étais curieux de le découvrir parce qu'à table, on a parlé longuement de vous. Alors de quoi parle-t-il ? Alors, c'est l'histoire d'Hélène, une pianiste qui est chargée de vider la maison d'une de ses très très grandes amies à son décès et qui, de manière très fortuite, va rencontrer un adolescent qui, a priori, n'a rien en commun avec elle. Elle a quel âge ? Hélène a une quarantaine d'années. Voilà, et Mina, donc la personne, son amie décédée avait 75, entre 75 et 80 ans. Et donc elle va rencontrer ce Gabriel, là, ce jeune homme. Et une histoire d'amitié va se lier entre eux, il va l'aider à vider la maison, et du coup, en vidant cette maison, elle va lui raconter tout ce qu'elle a vécu avec cette personne qui lui était vraiment chère. Elle va aussi l'amener dans son univers musical, puisqu'elle travaille des morceaux des concertos de Mozart. Au piano. Piano, absolument. En vue de le jouer avec un orchestre. Voilà, donc elle va l'amener dans cet univers-là. Donc est-ce qu'il va adhérer, est-ce qu'il ne va pas adhérer, voilà. Et alors ça, c'est l'histoire biographique. Et parallèlement à ça, se greffe une histoire complètement fictive, donc du frère jumeau de Gabriel. Attendez, vous venez de dire biographique. Biographique ou autobiographique ? Ah non, je raconte mes souvenirs avec Mina. Voilà. Donc il y a une partie d'auto et une part de biographie. Voilà. Voilà, on veut tout savoir. Oui. On veut tout savoir. Voilà. Et donc parallèlement à ça, Achille, le frère de Gabriel, va partir à la découverte de leur papa, qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc est-ce qu'il va le rencontrer ou pas ? Donc il y a un parcours initiatique. Absolument. Alors ça vous apporte quoi ? J'imagine que lorsque vous plongez dans cet écrit, mettre une part d'autobiographie, ça réveille des souvenirs et ça ne doit pas toujours être sans conséquence. Alors pour moi, ça a été un moyen de rester 3 ans de plus parce que j'ai mis 3 ans pour écrire ce roman et ça m'a permis de rester 3 ans de plus avec Mina. Voilà, donc de faire mon deuil et d'être avec elle en plus. Au départ, je l'avais écrit pour mes enfants qui étaient petits à sa mort et qui l'ont pas bien connu, donc je voulais pas que ça tombe dans l'oubli ces souvenirs-là, parce que j'espère que vous le lirez, mais vous verrez qu'il y a des choses qui rappellent forcément à tous. On a tous une Mina, j'espère, dans notre vie, quelqu'un qui nous a apporté des choses, voilà, qu'on ne veut pas oublier. Ce qui est incroyable, c'est de voir vos yeux à quel point ils brillent lorsque vous racontez l'histoire de Mina. En tout cas, les quelques mots que vous nous partagez. Il y a dû avoir de l'amour et un sacré amour entre vous deux. Ah bah oui, bien sûr. C'était pour moi une deuxième maman. C'était notre deuxième maman. C'était une dame qui n'était pas mariée, qui n'avait pas d'enfant. Elle avait un cercle d'amis autour d'elle incroyable, mais c'était une personne qui n'avait pas confiance en elle, qui se dévalorisait en permanence. Et pour moi, le fait d'avoir écrit ça, c'est un hommage que je lui rends. J'espère que de là où elle se rend compte de l'importance qu'elle avait pour nous. Et voilà. Et le plus beau cadeau que j'ai aujourd'hui, c'est des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que j'aurais aimé rencontrer cette dame ?» Voilà, pour moi, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Et alors, dans la région, vous semblez être connu. Alors oui, un petit peu, mais de par le restaurant déjà, et puis Parce que c'est quand même pas évident.
de sortir un bouquin dans une région. Parfois, c'est bien perçu, et parfois, il y a une espèce de retenue inexpliquée. Hein. Oui, bien sûr, mais là, il a été super bien accueilli, ce livre, quoi. J'ai vendu sans com, hein, parce que c'est une auto-édition labellisée. Oui. Donc voilà, une petite communication régionale. J'ai vendu plus de 300 exemplaires en un mois. Donc pour moi, c'était... Je reconnais qu'ils seront jaloux. Hein. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'en suis à 460, ça s'est ralenti un peu maintenant, mais bon, voilà. Et ça prouve que l'histoire est belle, puisque les gens en parlent entre eux et puis se précipitent. Mais quel honneur! Voilà, écoutez, voilà. Non, c'est pas pour moi l'honneur, c'est pour Mina, quoi. Vraiment, je suis ravie d'avoir pu partager enfin, c'est pas son histoire, ce sont mes souvenirs. Voilà. Et la musique prend une part importante, évidemment, dans ce livre. Mélomane, ouais. Elle était très mélomane. Moi, un petit peu musicienne, et puis en fait, l'idée de ce livre m'est venue en écoutant le CD de Mozart, et du coup, voilà, je suis partie là-dessus, voilà. C'est chouette, voilà. Vraiment chouette. Alors, je vais pas vous retenir trop longtemps, hein, puisque votre temps est compté, et il y a une foule devant votre table. Donc je vous remercie d'abord pour ces quelques courtes minutes partagées avec nos auditeurs, nos spectateurs de Belgique, de Suisse, d'Afrique et de France, Cocorico. À bientôt. Je vous invite sur nos antennes. Rendez-vous est pris. Je vais vous donner ma carte et nous partagerons à peu près 30 minutes d'émission. Vous êtes d'accord? Au revoir. Merci, au revoir. Solange Desailles, l'aveugle et les galgos. Alors, je vais essayer de le prononcer convenablement. Galgos. Première question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que les galgos? Les galgos, ce sont les lévriers espagnols qui sont utilisés pour la chasse aux lièvres par les galgueros, des paysans chasseurs. Qu'est-ce qu'ils font avec ces animaux? Ce sont des paris ou c'est quoi exactement? Oui, il y a des paris, c'est une course avec des prix, avec remise de prix. Les galgos vainqueurs sont idolâtrés. Ceux qui ont perdu, donc mauvais par essence, sont abandonnés, tués, martyrisés. Comme ça. Donc en fait, on prend ces chiens, on les utilise. Quand vous dites chasse, j'imagine que c'est course derrière un lièvre ou lièvre réel. Un lièvre réel. Ils sont sympathiques dans cette région. C'est une tradition très très ancienne. Ils y tiennent énormément, ils n'apprécient pas du tout que l'on veuille justement protéger leurs produits, c'est un produit, hein, et ils s'insurgent contre les démarches qui sont faites pour essayer de retirer un petit peu, en nombre au moins, cette race de lévriers de leurs mains, de leurs agissements. Alors comment ça se passe? C'est quoi? Ces lièvres sont lâchés dans la nature ou bien ce sont des lièvres sauvages? Ça s'organise comment? Non, ce sont des lièvres qui sont chassés, oui, lâchés. Peut-être y en a-t-il des sauvages, mais en général c'est très organisé. Hein. Et les galgos doivent... ils partent en bande, enfin en équipe, et ils doivent absolument arriver premiers. Donc, sur quels critères va-t-on les abattre? Est-ce que c'est le second qu'on va abattre ou bien est-ce que c'est suite à plusieurs courses qui sont mauvaises? Comment ils portent un jugement pour abattre à un moment donné l'animal? Eh bien, je pense que c'est une question d'honneur. Les galgueros n'aiment pas perdre, donc leur honneur étant bafoué, c'est dès la première course perdue. Et... Non, attends, quand on dit perdu, ça veut dire quoi? Second? Il n'a pas attrapé le lièvre, non, vainqueur. Donc sur un troupeau de je ne sais pas combien de chiens... Il n'y en a qu'un qui est gagnant, Et il y a combien de chiens en général? Par meute, je ne sais pas exactement combien il lâche après le lièvre. On va dire à la louche, on va lâcher une dizaine de chiens. Ou plus. Peut-être un peu plus, minimum 10, mettons en moyenne une vingtaine. Et donc sur une vingtaine de chiens, il y en a 19 qui reviendront pas. Presque. Ils vont revenir.
mais ils vont être malmenés. Alors peut-être effectivement qu'il y a un adoucissement pour le premier, le troisième, mais il va avoir une formation encore plus dure. Qu'est-ce que c'est cette formation? Ça consiste en quoi? Eh bien, il arrive que certains propriétaires les attachent à leur voiture pour les faire courir, pour les muscler. Ils risquent de crever d'épuisement. Absolument. Ils s'entraînent jusqu'à la limite de l'épuisement. Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Mais c'est horrible. Hein. Alors, mais je vais peut-être glisser sur une autre discussion. J'ai une question qui me vient à l'esprit, évidemment. Vous parlez des galgos, ces chiens qui sont martyrisés. Vous parlez d'une tradition ancestrale, mais vous prenez des risques. Non, parce que c'est diffusé maintenant. Et il y a quand même des associations en France, et puis des associations espagnoles aussi, qui maintenant réagissent de plus en plus. Mais c'est un fait connu, c'est pas un scoop. Hein. Moi je connaissais pas. Alors achetez mon livre, vous saurez davantage. Voilà, bonne commerçante en plus, hein, Solange Dezeille, L'aveugle et les galgos, j'espère que je le prononce bien. Une chouette couverture, mais on va le souligner, chez Encre Rouge, leurs couvertures sont souvent belles. C'est un soin particulier, Encre Rouge. Je vous remercie, ça fut une interview très courte et je découvre votre livre en même temps que vos paroles. Hein. On s'est rencontrés tout à l'heure, hors micro bien sûr, et c'est vrai qu'il a l'air hyper intéressant. Eh bien, je vous propose un rendez-vous sur nos antennes, par radio, on peut le faire par téléphone, hein, les techniques le permettent. Hein. Et je vous souhaite un très bon salon, à bientôt. Merci beaucoup. Martine Sonneufro-Dobral, bonjour, bienvenue sur nos antennes. Hein. Il y en a une de plus puisque maintenant nous avons la chance et le bonheur d'avoir l'image. Et puis bon anniversaire. Hein. Oui, merci Philippe. Un anniversaire anticipé, mais un souvenir puisque le 8 février de cette année, j'avais eu mon premier interview avec vous et ça tombait pile le jour de l'anniversaire de ma fille et la semaine de nos anniversaires conjugués de mon fils et de moi-même. Eh bien voilà, on saura tout. Alors nous avions eu une interview un peu compliquée, la communication n'était pas très bonne, le son n'était pas extraordinaire et nous en sommes désolés, mais nous sommes parfois sujets à la technologie, mais nous ne parlerons pas de technologie, nous allons parler de vos romans. 3 écrits, quand je dis écrits, j'hésite un peu parce que ce sont presque des dictionnaires, ce sont des pavés, mais d'une écriture simple à lire, d'une belle écriture. Hein. Je n'ai pas tout lu, vous le savez. On a parlé des résumés et puis des 4e de couverture. Et ce que j'adore avec vous, c'est que vous en parlez tellement bien que ça coule tout seul. Alors nous parlons de quoi? De musique, nous parlons de Moyen-Âge peut-être, nous parlons de guerre aussi. Alors comment ça commence? Alors ça commence par la musique. La jeune femme qui est l'héroïne de ce tome est une violoniste concertiste, sachant que sa grand-mère était une concertiste piano. Donc la musique reste en toile de fond dans tous les livres. C'est du bonheur, hein. Et oui, et justement par le fait qu'elle est violoniste concertiste, elle va se retrouver plongée dans un monde parallèle, elle va être appelée dans un monde parallèle pour réaliser quelque chose de très particulier à cause d'une particularité justement qu'elle a. Et l'arc a un rôle très important puisqu'elle va être une archère après avoir manié l'archer, d'où le parallèle. Mais l'arche est très symbolique hein, parce qu'on parle de l'arc et on parle de l'archer et puis ça vient à l'arche. Donc effectivement on arrive vraiment dans un domaine un peu borderline peut-être. Oui, c'est tout à fait le cas. Dans le précédent interview qu'on aviez fait, vous m'aviez parlé de schizophrénie entre guillemets, et la schizophrénie continue finalement, puisque les personnages mènent une double vie à travers les aventures qu'ils rencontrent, et par le fait se trouvent confrontés à des problèmes et des paradoxes qui n'existent pas dans la vie réelle, et lorsqu'ils retournent dans leur vie réelle, eh bien, ils doivent aller au bout de leur propre quête et se réaliser à travers ces aventures. Justement, grâce à ces aventures, ils se réalisent dans leur vie réelle.
Effectivement, on avait touché le mot schizophrénie pour une raison très simple, c'est entre l'approche du surréalisme ou l'approche du non exprimable et la maladie, il y a parfois une marge très très fine, et puis comme nous ne comprenons pas nécessairement tout, ou nos sciences non plus, on a vite tendance à dire ils sont malades. Hein. Dans ce tome 3, la jeune femme est confrontée aux sources du mal que sa mère avait combattu des années auparavant. Et là, le mal en question est revenu sous une autre forme dans ce monde, et justement sous une forme de possession. C'est-à-dire que le méchant, entre guillemets, l'aigle noir qui est de la couverture, qui symbolise justement ce retour du mal, concerne un héros noir qui est possédé par l'âme de l'ancêtre maléfique qui avait combattu sa mère à l'époque. Voilà. Et là, on peut presque parler effectivement de schizophrénie parce que la possession est très particulière. Vous parlez de possession, mais est-ce que la possession existe réellement? Évidemment, vous êtes auteur, vous ne saurez peut-être pas y répondre à cette question. La possession, je pense que la possession peut exister, c'est une façon d'envisager les choses aussi. D'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on est tous plus ou moins possédés, on est possédé par une passion, on est tous possédés. Top, bien répondu. Hein. Alors l'aigle, évidemment, c'est une symbolique. Hein. L'aigle, on le retrouve du... L'aigle noir. J'allais venir, hein. Donc l'aigle d'abord, et puis l'aigle noir ensuite. Mais l'aigle, on le retrouve dans les légions romaines, l'envahisseur. On le retrouve évidemment en 40, ces années noires. Et on le retrouve également sur certaines symboliques d'extrême droite aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, c'était choisi par rapport, c'est l'incarnation du mal, donc je dirais que le logo récurrent de la trilogie, c'est un aigle à 3 têtes qui est à la base un aigle doré et qui représente le blason des héros, le blason du bien. Il est confronté à l'aigle noir qui est seul et qui lui représente vraiment le mal. Donc c'était un choix volontaire, oui, cet aigle noir. Mais c'est pas par hasard que même dans le bestiaire médiéval, même au niveau de tous les drapeaux, tous les étendards, il y a toujours un aigle. En général, ils sont dorés, ils ont une tête, 2 têtes, 3 non, mais pourquoi 3, je l'expliquerai dans le 4e. Et 3, ça fait penser à l'emblème des tsars de Russie. À l'emblème des tsars de Russie, non? 2 têtes. 2 têtes? Oui. Ah bon? De mémoire, c'est 2 têtes. Il n'y en a pas eu 3. Mais moi, j'ai pas de mémoire, donc vous aurez sûrement raison. Oui, mais mais justement, j'en ai rajouté une. Mais bon, les 3 mousquetaires étaient 4, ce qui fait que la trilogie aura un bébé, elle aura un 4e qui s'appellera L'Avent, qui sera en 2 parties. La première partie expliquera comment tout a pris naissance dans le monde réel et tout aura pris naissance dans le monde, dans l'Irlande médiévale du XIIe siècle. Et la deuxième partie, comment tout a pris naissance dans le monde parallèle et pourquoi et comment les 2 mondes sont croisés et interconnectés. Et dans cette deuxième partie, j'expliquerai pourquoi l'aigle à 3 têtes, justement, a existé dans le monde réel. Donc, il y aura des réponses et ça en fera partie. Mais j'ai une question qui m'effleure l'esprit quand vous me racontez tout ça. Vous avez jamais pensé à faire une bande dessinée? Eh ben, écoutez, vous me la baillez belle, parce que oui. On sent le Moyen-Âge qui remonte. Ah oui. Non, mais effectivement, je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fin de compte, quand les couvertures qui sont faites, je les dessine moches, et ma graphiste les réalise belles. Voilà. Et là, pour le 4e, j'ai fait des ébauches de ce que je veux être ma 4e couverture. Donc, pour la première partie, je sais ce que c'est, ce serait un triskel. Mais la deuxième partie, j'ai dessiné quelque chose. Et puis, je dessine pas bien, mais en regardant mes dessins, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas trouver un dessinateur? Oui. Les livres sont rédigés un peu comme des scénarios de films, c'est-à-dire qu'ils sont très visuels. Alors effectivement, en bande dessinée, je pense que ça rendrait bien. Mon rêve, c'était d'aller faire la danse du ventre dans les... Je vous en prie, attendez, la caméra est là. Alors, en avant, première.
Une auteure va nous montrer la danse du ventre. Mais vous n'avez pas le physique en théorie, il faut être un peu grassouillé. Moi j'aurais le danse du ventre. Mon cher Philippe, très souple de la taille. On veut tout connaître. Et en réalité, je pensais aller faire la danse du ventre dans la cour d'EuropaCorp pour accrocher Luc Besson. Parce que je pensais que ça pourrait faire un scénario, forcément, un scénario de film, puisque c'est mon histoire, donc je voyais mon histoire. Mon histoire se déroule toujours comme un film devant les yeux quand j'écris, c'est un film, j'ai un film. Et comme il est français, je voulais un français. Donc je me dis, danse du ventre chez Luc Besson. Et puis après, je me suis dit, bon, la danse du ventre, ça va être compliqué, en plus... C'est facile, hein? Chez lui, ça va être compliqué. Pour lui, ça va être compliqué. Et non, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas une bande dessinée? J'ai fait des salons, justement, des salons jeunesse qui étaient jumelés littérature jeunesse et auteur. Et j'étais confrontée, justement, à des dessinateurs et au fil des conversations et en regardant leurs ouvrages, je me suis dit que pourquoi pas. Voilà. Ça peut être effectivement une ouverture intéressante. Alors évidemment, Ce que j'adore avec vous, Martine, c'est qu'on parle de sujets très sérieux et on arrive à chaque fois à déraper. Et comme ça, naturellement, il doit y avoir un espèce de karma qui nous suit. Hein. Certainement. Alors, évidemment, pour moi, c'est difficile de parler de vos livres parce que ce serait tricher de rentrer dans le sujet puisque je ne le connais pas réellement. Donc, soyons honnêtes. Est-ce que j'ai raté quelque chose d'important ? Au niveau des ouvrages ? Oui. Non, je pense que les ouvrages, mes 3 ouvrages je les compare à un sportif de haut niveau. J'imagine, attendez, vous avez vu l'épaisseur d'un bouquin, parce que écrire un livre, ça paraît simple, c'est pas simple du tout. Alors on va peut-être rappeler pour les auditeurs et les spectateurs qu'écrire un bouquin, évidemment, c'est raconter l'histoire, c'est se documenter, c'est corriger, c'est refaire une mise en page, c'est reprendre certains textes, ça prend un temps fou, presque, j'exagère peut-être, mais presque jusqu'à la nausée, puisque ce texte que vous avez écrit, parfois, vous le relisez des dizaines et des dizaines de fois, pour finalement arriver à ce résultat. Et rien que pour ça, c'est important quand vous passez devant la table d'un auteur, de vous arrêter et de le remercier pour ce travail. Et alors quand je vois l'épaisseur de vos livres, de vos romans, et de très bonne réputation en plus, je ne puis que vous saluer. Hein. Merci Philippe. J'avais lu dans un petit livre illustré de mes enfants, j'ai retenu une phrase qui m'avait plu et que je garde, qui disait, ça parlait de sorcières, hein, c'était des sorcières. Et elle disait, à faire et défaire, on n'est pas à rien faire. Et voilà. Ariel l'avait bien compris. Oui. Avec son fameux film. Alors, puisque vous vouliez qu'on dérape encore, dérapons. On a parlé de mes livres, voulez-vous que je vous parle de mes tatouages? Ah oui. Alors, je fais une petite parenthèse. On avait invité en France un groupe belge, un groupe musical, un groupe de pop-rock qui s'appelait Le Grand Bateau. Et la chanteuse avait des tatouages extraordinaires. Et j'étais fasciné par ces tatouages. Et je les salue parce que Le Grand Bateau est un groupe qui mérite d'être connu et qui a du mal à démarrer. Une chouette musique. Ils sont flamands en plus. De quelle nationalité ? Belge. Un groupe belge. Ils sont flamands et ils méritent d'être découverts. Donc parlons de vos tatouages. J'allais dire tatouages, pardon. Tatouages. Donc il y en a un que je ne vous montrerai pas, mais qui est sur l'épaule, qui représente une demi-lune. Oui. Je l'ai reprise dans mes livres, c'est-à-dire que voilà, la demi-lune a son rôle. Et dans mon histoire, elle s'appelle un hilal. C'est une marque sacrée, donc c'est un hilal. Il faut savoir que dans mes ouvrages, tout ce que j'appelle le langage ancien, je me suis inspirée de l'arabe. Je suis allée puiser dans le vocabulaire arabe, dans la phonétique arabe, parce que la langue arabe est une langue très riche, très imagée. Ce sont nos origines. Absolument, oui, tout à fait. Ah, ça y est, absolument, tout à fait. Oui, c'est bien. C'est l'éthique de langage. Oui, non, mais je ne les avais pas placés ceux-là déjà, donc là c'est bien, voilà. Ça va. Parfait, première fois. Et oui, c'est une langue très très riche et ça m'a permis donc de puiser dans un vocabulaire intéressant. Et donc cette fameuse marque s'appelle un hilal. Et un hilal, il faudrait que je regarde dans mon lexique, mais ça veut dire justement la marque sacrée, voilà. Oui, mais justement, j'allais vous poser la question. La lune, souvent, ce sont les marques des sorcières.
Oui, mais ça peut être aussi le symbole de la fécondité, ça peut être... Guérison, oui, sorcière, guérison, oui. Parce qu'on voit toujours, on a le regard sur les sorcières, le regard un peu néfaste, mais en fait, à l'origine, les sorcières étaient des guérisseuses avant tout. Oui, oui, tout à fait, elles étaient guérisseuses, oui. Alors, guérisseuses et femmes au Moyen-Âge, c'est pas bien vu, hein. C'est tout à fait le thème ça sera le thème du 4 surtout. Justement, l'explication dans l'Irlande médiévale du XIIe siècle, l'héroïne va avoir un destin hors pair. Et donc, Martine, on a des pensées qui se croisent. Hein. Ouais. Et alors, les tatouages, mon cher Philippe. Oui, revenons pour finir. Donc, ce tatouage-là, je l'ai utilisé dans mon histoire. D'accord. Sachant que celui-ci est personnel, je l'avais dessiné à l'époque, et à l'intérieur, il y a 3 vagues. La demi-lune se termine par un poisson, un retour sur le poisson. Donc, la demi-lune, c'est le symbole de la fécondité. Les 3 vagues, ça représente les 3 signes du Verseau, donc celui de mes 2 enfants et moi. Et le poisson en bas, c'est mon mari. Voilà, donc ça, c'est le premier tatouage. La lune est dans mes livres. Quand j'ai terminé celui-ci, le tome 3, je me suis dit, je me referai faire un tatouage pour symboliser la fin de la trilogie, puisque je pensais que c'était la fin de la trilogie, mais voilà. Et donc j'ai fait faire un rameau d'argan. D'accord. Et un rameau d'argan, pourquoi ? Parce que les habitants il y a un pays qui s'appelle l'Argacie, et les habitants de l'Argacie sont les Argans. Et c'était plus facile de faire un rameau d'argan que de faire un aigle à 3 têtes, qui était quand même un peu lourd ici. Un peu lourd et pouvait être, mal interprété. Voilà, et donc j'ai fait faire le rameau d'argan. Et vous vous arrêtez là, non? Et j'ai enchaîné avec, je me suis créé une charte graphique, donc je me suis dessiné mon logo, et j'ai donc fait tatouer mon logo. Voilà. Mais on va continuer, ça devient intéressant. Vous avez parlé de la danse du ventre, vous nous montrez votre tatouage, où va-t-on s'arrêter? Voilà, pour l'instant nous arrêterons là, mon cher Philippe. Nous sommes en public. Ah Martine, je vous adore vraiment. Évidemment, je ne vais pas vous retenir trop longtemps puisque vous êtes en représentation, hein, vous êtes au Salon du Livre de Buzet-sur-Baïs. Il faut bien insister sur le tréma, je dis ça pour nos amis belges, hein, parce qu'en revenant du Salon de Montcuq, on pourrait croire que Buzet-sur-Baïs... Moi je reviens du Salon de Montfroc, donc j'ai eu la même réflexion chez moi. Merci pour ce charmant moment décontracté et puis on se lâche un peu. Hein. Oui. Regardez. À bientôt, j'espère. Oui, il y a les cubis à côté de nous, on va commencer à les boire. À très bientôt. Merci Philippe, au revoir. On en rêvait, c'est aujourd'hui la réalité. La bibliothèque et la municipalité ont le plaisir de vous accueillir pour un échange autour des auteurs et des livres. Ce salon est né d'une proposition d'auteurs buzettés. C'est ainsi qu'on appelle les habitants de Buzet. Il a été rendu possible grâce à la volonté d'une équipe de bénévoles et grâce au soutien d'acteurs locaux qui ont cru à notre projet et l'ont soutenu. Une belle synergie s'est peu à peu développée et a permis la réalisation de cette manifestation. À tous, je veux adresser mes sincères remerciements. Merci tout d'abord aux invités d'honneur. Monsieur Joseph Geoffroy, célèbre auteur du Cercle de Lille et parrain de ce salon. Malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Nous avons une pensée toute particulière pour lui aujourd'hui et lui souhaitons un prompt établissement. Madame Chantal Fidera-Lévy, auteur et amie de Joseph Geoffroy, qui a accepté de le remplacer dans les échanges notamment prévus avec les enfants hier au cinéma. Monsieur Philippe Bourmacher, journaliste et également auteur. 61 auteurs présents, merci à eux aussi. Certains sont connus, d'autres le sont moins, certains locaux, régionaux, nationaux. Merci aussi aux initiateurs de ce salon, Mathieu et Laurence Bertrand. Merci aux animateurs des ateliers. Madame, Monsieur les conseillers départementaux, régionaux, municipaux, Madame, Monsieur le directeur. Sur les rives de la Baïse, au bout du bon vin, sous le soleil d'automne, sont réunis les meilleurs écrivains de France et de Belgique. Ce salon est
synonyme de partage, de générosité, de convivialité et d'émotion. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour le plaisir des arts et des lettres. Romanciers, poètes, essayistes, pour rencontrer vos auteurs qui se sont abreuvés de vos mots. Je tiens à remercier Monsieur Mathieu Bertrand, auteur du roman Les Émeraudes de Satan, qui, sans lui, cet événement n'aurait pas eu lieu. Je remercie aussi sincèrement Madame Chantal Figueira-Ruiz, confidente et amie de notre parrain Joseph Joffo. Elle apporte avec elle l'âme et l'immense œuvre de M. Joffo, et elle a su le convaincre de le représenter pour ce rendez-vous de fête. Je remercie aussi bien entendu M. Joffo, notre invité d'honneur, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu être parmi nous, et je suis sûr qu'en ce moment, il prend sa nuit. Je remercie M. de Riemecker qui représente la Belgique, passionné de littérature, et qui a su nous orienter vers de bonnes lectures. Je remercie la bibliothèque de Buzet, de Mme Chantal Guérès, tous ses efforts. Je remercie aussi tous les agents qui nous ont donné les moyens de monter ce beau projet. Et enfin, je remercie Marie Cador, qui l'a fait du relationnel, qui, avec son téléphone magique, a rassemblé tous les auteurs ici présents. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, régionaux et municipaux, Monsieur le maire, Madame la bibliothécaire, Marika, Messieurs, dames, merci d'avoir osé créer dans votre charmante ville de Buzet, sur Baïse, un salon du livre. Au regard de la stèle qui borde la route, on devine que votre ville a payé un lourd tribut à la guerre. Le parrainage de M. Joffo est dans la lignée. Si vous me le permettez, je vais vous lire une lettre que Joseph Joffo m'a transmise. Mes amis, parrainer un nouveau salon restera toujours pour moi une grande joie. Je suis heureux de constater qu'en France, la littérature s'accroche. Malheureusement, le grand âge aidant, les ennuis de santé me permettent pas toujours d'être présent à des manifestations qui me tiennent à cœur. Je souhaite une longue vie à ce salon. Je suis persuadée que les passeurs de mots et d'histoire sont d'un grand talent. Je suis auprès de vous. Acceptez mon amitié en prime. Joseph. Sous la férule de Joseph Joffo, ce salon ne peut qu'être une réussite. Un auteur heureux en appelle un autre. Et telles les billes dans leur sac, bientôt votre salon sera envié. Longue vie à ce salon et je vous remercie. Merci beaucoup, madame, et ces paroles de Joseph Joffo nous vont droit au cœur. J'ai prévu quelques petites notes plus qu'un discours. J'essaierai d'être court. Chantal est toujours inquiète parce qu'elle sait que je suis un grand bavard. Bon, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les auteurs, chers amis, oui, je vais faire court déjà dans la présentation. Je vais d'abord vous présenter les excuses de ceux qui n'ont pu être parmi nous. Donc Joseph Joffo, évidemment, et Lévi l'a commenté. Concernant Joseph Joffo, une petite anecdote qu'on va me donner, c'est qu'on a parmi nous une buséquaise, Madame Cassani, qui est là en toute discrétion, qui a eu une carrière très brillante dans la coiffure, dans les plus grands salons, notamment avec M. Alexandre, qui a coiffé les têtes couronnées les plus grandes célébrités du monde, d'Europe et du monde. Elle a commencé avec Joseph Joffo dans son salon. C'est lui qui l'a accueilli dans son salon, et je tenais à le signaler parce qu'on peut l'applaudir, Madame Cassani. Je voulais vous présenter les excuses du président de la communauté de communes à la Lorraine-Zélie, de notre conseiller départemental Michel Massé, mais qui est représenté ici par la remplaçante de sa co-titulaire Christine Polony, le docteur Christine Polony, buséquaise et donc conseillère départementale remplaçante.
Vous présentez les excuses également des maires des communes voisines qui sont retenus sur d'autres manifestations, mais je remercie encore M. le député de nous faire le plaisir d'être parmi nous. Alors, on a salué nos invités d'honneur, je n'y reviendrai pas, même si effectivement, Madame Lévy, je la remercie encore d'être là aujourd'hui, d'avoir été, c'est la cheville ouvrière de cette manifestation, avec Marie-Claude Dor, Monsieur Dorier-Macker, et Mathieu et Laurence Bertrand qu'on a cité, parce que c'est vrai, il faut le redire, c'est le lien qui est venu comme ça nous permettre de présenter au conseil municipal, Laurence et conseillère municipale à Buzet, et de présenter ce projet avec Chantal et avec les conseillers municipaux. On a tout de suite adhéré à ce projet parce que l'éducation, la culture sont des choses très fortes pour nous, je reviendrai dans un instant, et donc je tenais à les saluer ce matin. À saluer les auteurs, connus, moins connus pour l'instant, je pense qu'en étant passé au salon de Buzet, eh bien, la notoriété permettra de s'étoffer. Les excuses d'un auteur, que je dois le citer, c'est Alain Barayus, parce que tout le monde connaît, il peut se poser la question pourquoi Alain Barayus n'est pas là. Il est retenu sur une manifestation pour laquelle il s'était engagé depuis bien longtemps, et en tout cas avant que nous ayons arrêté la date de ce salon, et il m'avait demandé donc aussi de présenter ses excuses. Alors surtout, moi, salue aujourd'hui les bénévoles de l'association autour de Champagne-Arès, Bibliothèque et Culture pour tous à Buzet.